Pour les techniques de dosage des enzymes, il existe deux méthodes, la méthode 2 points et la méthode cinétique. Dans ce cas de figure, on cherche à doser l'enzyme et ces deux méthodes sont souvent mises en opposition, même si cela n'a rien à voir, avec la méthode de dosage du substrat qui peut être en point final ou en méthode cinétique. Ici, ce qui nous intéressera, c'est la méthode de dosage des enzymes. Et pour ce faire, il y a des conditions particulières à respecter. L'enzyme qui est étudiée doit être en quantité limitante. Il faut que la concentration en substrat soit très largement supérieure au Km. Autrement dit, il faut que le substrat soit en concentration saturante. Par convention, on estime que la concentration en substrat est saturante lorsque sa concentration est supérieure à 10 fois le Km, qui est une constante enzymatique, dont on parlera un petit peu plus tard. Par ailleurs, il faut que le pH et la température soient fixés. Précisément, le pH était généralement fixé par le tampon, et en général, la réaction se fait en bain thermostaté à la température optimale de l'enzyme. La force ionique est généralement stabilisée et fixée par le tampon. Et enfin, si l'enzyme a besoin d'effecteurs particuliers pour fonctionner, eh bien, il faut s'assurer que ces effecteurs soient présents en quantité non limitante. Alors ici, vous avez la représentation donc, de l'évolution de la concentration en produit par rapport au temps. En réalité, ça n'a pas d'intérêt de le tracer puisque il s'agira simplement de relever un point en plus du point au temps égale 0. Il y aura deux points. Il y a un point t égale 0. Donc a priori, c'est un point qui est pseudo-expérimental. On va considérer que la concentration au produit de départ est nulle. Et puis un temps, t, où on va mesurer la concentration en produit obtenu. Alors, les deux points donc sont le point 0 et le point déterminé à un temps expérimental. Mais attention, ce temps expérimental ne doit pas être n'importe lequel, il faut rester pendant la phase stationnaire, c'est-à-dire pendant la phase de proportionnalité linéaire entre la concentration en produit apparu et le temps. N'importe quel temps choisi dans cette phase stationnaire pourrait être fixé, mais qu'il faut qu'il soit fixé précisément. Pour arriver à faire la mesure, cela suppose, dans la méthode de points, d'arrêter la réaction. Donc cette réaction va être arrêtée soit par une méthode physique, c'est-à-dire un saut de température, on va dénaturer l'enzyme, ou on va la mettre dans la glace, ou ce peut être une méthode chimique, c'est-à-dire qu'on va rajouter dans le milieu réactionnel un réactif qui va stopper la réaction. Dans les deux cas, on arrête la réaction à un temps qui doit être précis. Donc la mesure du temps, dans ce cas-là, est très précise. Donc pendant cette méthode de points, je vais mesurer la quantité de produit qui va être formée pendant, au bout d'un certain temps, le temps précisément mesuré. Alors ainsi, on détermine une vitesse de réaction, initiale de réaction, ou une vitesse initiale de formation du produit. Dans les deux cas, ça fonctionne. Je vous rappelle les formules ici. Donc la vitesse de réaction dépend du facteur stoichiométrique. Et si on ne connaît pas la stoichiométrie, on considérera la vitesse de formation du produit. Alors, comme nous sommes en concentration saturante en substrat, c'est l'une des conditions de mesure dès le départ, eh bien en fait tout cela se transforme de la manière suivante. Il s'agit tout simplement de la vitesse initiale maximale de formation du produit. Dans ce cas-là, j'ai pris cet exemple-là. Et donc il suffit tout simplement de mesurer la variation de produit qui a été mesurée pendant la variation de temps. Autrement dit, puisqu'on considère que le temps égale 0 et que la concentration de départ égale 0, eh bien il suffit tout simplement de faire le rapport entre la concentration en produit mesuré au temps correspondant à l'arrêt de la réaction. Donc il s'agit bien de mol, donc de produits formés, mais par litre de milieu réactionnel, c'est très important, et par minute, si on considère que le temps était en minutes. Alors en réalité, en pratique, on ne mesure pas une concentration de produit, on mesure une absorbance. Pourquoi? Parce que les réactions se font généralement par colorimétrie. Donc on mesure non pas une concentration en produit formé ou une concentration en substrat qui disparaît, mais une absorbance. On mesure une absorbance en fonction du temps.
Dans ces cas-là, la vitesse initiale maximale correspond finalement à une variation d'absorbance par unité de temps. Et comme l'absorbance de départ est considérée comme étant égale à 0, au t égale 0, eh bien il suffit tout simplement de dire qu'il s'agit du rapport entre l'absorbance mesurée à un temps précis, lequel temps correspond au temps où on a arrêté la réaction. Dans ces cas-là, l'unité correspond à des variations d'absorbance par unité de temps, par minute, par exemple, si le temps était en minutes. Alors, bien entendu, une variation à un UA, ça n'a pas d'unité, c'est simplement pour comprendre les choses. Bien, mais finalement, comment faire la relation du coup entre une variation d'absorbance par unité de temps et une variation de concentration par unité de temps dans un milieu réactionnel? Eh bien, il suffit d'appliquer la loi de Beer-Lambert. Du coup, si on regarde notre vitesse de départ, dont on a considéré qu'il s'agit de l'absorbance divisée par le temps, eh bien, si on multiplie par 1 sur epsilon L, sachant que la concentration correspond à l'absorbance divisée par epsilon L, eh bien, on peut considérer, on peut retrouver ici notre rapport, et du coup transformer les UA par minute en variation de concentration par unité de temps. Donc ici, on aura bien des moles par litre par minute. Mais attention, il s'agit de litres de milieu réactionnel dilués. En effet, je vous ai dit préalablement on pouvait arrêter la réaction à l'aide d'un réactif d'arrêt. Dans ces cas-là, eh bien, on a dilué le milieu réactionnel qui va être lu au spectrophotomètre. En effet, si au départ le volume réactionnel correspondait à la somme des volumes de l'enzyme, du substrat et du tampon, eh bien, lorsque l'on va faire la lecture au spectrophotomètre, eh bien, on a rajouté un réactif d'arrêt qui a quand même dilué la solution. Il faut tenir compte de cette dilution en multipliant par le facteur de dilution, tout simplement, c'est-à-dire en multipliant par le volume de lecture divisé par le volume réactionnel. Du coup, l'équation est ajustée. Bon, on divise des litres par des litres. On reste du coup toujours en mol de produit apparu par litre de milieu réactionnel et par minute. J'insiste encore une fois sur des litres de milieu réactionnel. Mais cette fois-ci, on a tenu compte de la dilution. Alors pour la méthode cinétique, eh bien c'est un petit peu pareil. Donc on voit ici une cinétique et je vous ai mis en orange tout simplement la pente à l'état initial, puisque finalement c'est bien un petit peu ce que l'on va faire. Du coup, on va réaliser un suivi de mesure de l'apparition du produit, généralement par spectrophotométrie, toujours pareil, pendant une phase suffisamment longue pour obtenir une cinétique qui est quand même assez satisfaisante et avoir une pente finalement au départ assez satisfaisante. Mais ça sera totalement inutile d'atteindre le plateau, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y a plus de substrat dans le milieu, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement la période initiale stationnaire pour mesurer du coup une vitesse initiale. Mais dans ces cas-là, on ne va pas mesurer précisément la réaction, on ne détermine pas un temps précis de la réaction. Il nous suffira tout simplement d'avoir un intervalle précis de temps pour mesurer une variation de concentration. Alors du coup, on va déterminer de la même façon une vitesse initiale de réaction, ou une vitesse de formation du produit, initiale de formation du produit, toujours pendant la période stationnaire. Donc ça, on a déjà démontré cette formule. Donc ici, il s'agira bien d'une variation de concentration au produit sur une variation de temps. Et on va obtenir une vitesse initiale maximale puisque nous étions en concentration saturante en substrat. Ici, la vitesse initiale maximale, là, en l'occurrence de formation du produit, correspond à la variation de produit sur la variation du temps. Mais, de la même façon, en général, c'est une mesure spectrophotométrique. Donc, de la même façon, en général, on mesure une absorbance. Donc, du coup, on aurait une vitesse initiale correspond à une variation d'absorbance par variation du temps. Donc on applique de la même façon la loi de Beer-Lambert et on obtiendra cette fois-ci la vitesse initiale qui correspondra à 1 sur epsilon L fois la variation de l'absorbance par variation de temps. Donc la seule différence par rapport à la formule de tout à l'heure, c'est qu'ici on va mesurer une variation d'absorbance par variation de temps. Et par ailleurs, on remarquera qu'il s'agira donc des moles par litre de milieu réactionnel et par minute, et que nous n'avons pas tenu compte de dilution, puisqu'il n'y a pas de dilution, nous n'avons pas arrêté la réaction
donc pas de dilution associée à la méthode cinétique.